Bonjour, esprits curieux. Aujourd'hui, nous allons nous enfoncer dans une jungle épaisse et fascinante. Je ne parle pas seulement de la végétation profonde de l'Amazonie, mais de l'immense et complexe jungle de l'esprit humain. Nous allons déchiffrer étape par étape le code caché qui relie secrètement toutes les cultures de la planète Terre. Vous êtes-vous déjà demandé s'il existait une grammaire invisible dictant la manière dont nous nous marions, dont nous cuisinons nos aliments ou dont nous racontons nos histoires sacrées? Un homme a osé dire que oui. Un penseur qui a regardé le chaos apparent des coutumes humaines pour y voir un ordre cristallin. Je parle de Claude Lévi-Strauss. Pas celui des jeans, mais le géant intellectuel français qui a révolutionné l'anthropologie au XXe siècle. Il nous a appris que la culture n'est pas un empilement d'habitudes, mais un système structuré, semblable au langage, qui vit en nous à notre insu. Son œuvre est un voyage titanesque, des tribus du Brésil au conservatoire de musique en Europe. Lévi-Strauss cherchait l'atome de parenté et la mélodie secrète des mythes. Aujourd'hui, nous allons démonter sa pensée pièce par pièce pour comprendre pourquoi nous sommes ce que nous sommes et comment fonctionne notre cerveau collectif. Préparez-vous à remettre en question la distinction entre le primitif et le civilisé. Nous verrons que la pensée sauvage est aussi rigoureuse que la science moderne. Mais avant de plonger dans cette aventure intellectuelle, je dois faire une petite pause technique pour vous expliquer comment vous verrez ce que je m'apprête à vous raconter. Avant de commencer, un bref commentaire. Pour donner vie à ce récit, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de notre histoire. Ce ne seront pas toujours des représentations littérales, mais un accompagnement visuel pour laisser s'envoler votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Pour comprendre Lévi-Strauss, il faut d'abord comprendre sa fuite. Né en 1908, sa formation était philosophique, mais la philosophie académique de son temps l'ennuyait souverainement. Elle lui semblait être un jeu de mots vide. Il voulait toucher la réalité. Il voulait quelque chose de plus concret, de plus humain et de moins abstrait. Cette soif de réalité l'a conduit à accepter un poste de professeur à l'université de Sao Paulo, au Brésil, dans la décennie de 1930. Imaginez le contraste absolu. Passer des salons raffinés de Paris à l'immensité verte et inconnue du Mato Grosso. Ce fut un choc qui allait définir sa vie pour toujours. Là-bas, il a mené des expéditions qu'il racontera des années plus tard dans son chef-d'œuvre « Triste Tropique ». Ce livre n'est pas seulement une étude anthropologique, c'est une confession mélancolique. Lévi-Strauss s'est retrouvé face à face avec l'altérité radicale, vivant avec des peuples autochtones comme les Nambikwara et les Bororo. Ce qu'il a vu là-bas, ce n'était pas des sauvages irrationnels. Il a vu des sociétés dotées de règles incroyablement complexes. Il a vu des peintures faciales qui n'étaient pas de simples ornements, mais des cartes de statut social. Il a vu des villages construits avec une géométrie précise qui reflétait leur cosmologie et leurs croyances religieuses les plus profondes. Pourtant, Lévi-Strauss s'est toujours senti comme un étranger. Dans Triste Tropique, il admet que l'anthropologue est un voyageur qui cherche à préserver ce que sa propre civilisation est en train de détruire. Il y a une tristesse inhérente dans son regard, une conscience qu'en étudiant ces cultures, nous participons aussi à leur disparition. Mais le véritable tournant de sa pensée n'a pas eu lieu dans la jungle, mais dans une bibliothèque. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Lévi-Strauss, étant juif, a dû fuir l'Europe. Il s'est retrouvé à New York, une ville qui était à l'époque un bouillon de culture d'intellectuels exilés du monde entier. À New York, il a rencontré Roman Jakobson, un linguiste russe de génie. Jakobson lui a expliqué la linguistique structurale. Il lui a dit que les sons de la parole, les phonèmes, n'ont pas de sens en soi, mais qu'ils acquièrent de la valeur uniquement lorsqu'ils se différencient d'autres sons au sein d'un système. Ce fut une révélation explosive pour Lévi-Strauss. Il s'est dit, si le langage fonctionne par une structure d'opposition inconsciente, la culture ne fonctionnerait-elle pas de la même manière? Et si les règles du mariage, les mythes et les rituels étaient comme un langage que nous nous parlons à nous-mêmes sans le savoir? C'est ainsi qu'est née l'anthropologie structurale. L'idée centrale est que, sous l'immense variété des coutumes humaines, il existe une structure mentale universelle. Une architecture de l'esprit humain qui est la même pour un banquier de Wall Street que pour un chasseur d'Amazonie. Nous sommes tous des variantes d'un même thème. Lévi-Strauss a cessé de chercher l'origine historique des coutumes. Il ne se souciait pas tant d'où elles venaient, mais de la manière dont elles fonctionnaient ici et maintenant en tant que système. Comme aux échecs, peu importe l'histoire des pièces en bois, ce qui compte, ce sont les règles qui régissent leurs mouvements et leurs relations sur le plateau. Cette approche a tout changé. La culture n'était plus vue comme une accumulation de traits curieux, mais comme un système de communication. Les femmes, les biens et les mots circulent dans la société selon des règles strictes, et ce sont ces règles qui maintiennent l'unité du groupe social face au chaos naturel. Avant d'approfondir les mythes, nous devons comprendre son analyse de la parenté. Dans son livre « Les structures élémentaires de la parenté »,
Lévi-Strauss a abordé un problème classique. Pourquoi presque toutes les sociétés humaines interdisent-elles l'inceste? Est-ce quelque chose de biologique ou de purement social? Pour lui, l'interdiction de l'inceste n'est à l'origine ni une règle morale ni biologique. C'est le passage fondamental de la nature à la culture. En s'interdisant les femmes de leur propre groupe, les hommes sont contraints de les échanger avec d'autres groupes. L'interdiction oblige à l'alliance. Cela signifie que la culture commence par une négation. Nous disons non au naturel, à l'instinct immédiat, pour créer une règle sociale. Le tabou de l'inceste est la règle des règles, le Big Bang de la société humaine. Sans cet échange, nous serions isolés dans de petites familles biologiques sans société. Lévi-Strauss a identifié ce qu'il a appelé l'atome de parenté. Ce n'est pas la famille nucléaire composée du père, de la mère et de l'enfant. Pour lui, l'unité minimale inclut l'oncle maternel. Pourquoi? Parce que l'oncle est le représentant du groupe qui a donné la femme. Sans l'oncle, il n'y a pas d'alliance, pas de structure sociale. Cela peut paraître technique, mais l'implication est profonde. Cela signifie que notre identité sociale dépend des relations et non de la biologie. Nous ne sommes frères, pères ou époux que parce que nous occupons une place dans un réseau d'échanges symboliques qui nous précède et nous définit. Faisons maintenant un saut vers l'un de ces concepts les plus beaux et les plus célèbres, la pensée sauvage. En 1962, il publie un livre sous ce titre pour défier l'arrogance de l'Occident. Pendant des siècles, on a pensé que les peuples autochtones avaient une pensée enfantine ou prélogique. Lévi-Strauss détruit ce préjugé. Il soutient que la pensée sauvage n'est pas inférieure à la pensée scientifique, elle est simplement différente. C'est une science du concret. Alors que l'ingénieur moderne utilise des concepts abstraits, le penseur sauvage utilise les objets du monde sensible qui l'entoure. Pour expliquer cela, il introduit la métaphore du bricoleur. Le bricoleur est quelqu'un qui construit des choses avec ce qu'il a sous la main. Il ne conçoit pas d'outils spécifiques pour un projet, mais réutilise des fragments anciens pour créer quelque chose de nouveau. C'est ainsi que fonctionne la pensée mythique. L'ingénieur qui représente la science moderne tente d'aller au-delà de la réalité immédiate avec des théories et des formules. Le bricoleur, en revanche, négocie avec la réalité pièce par pièce. Il classifie les plantes, les animaux et les étoiles avec une précision taxonomique que tout botaniste moderne envierait. Lévi-Strauss nous montre que classifier est un besoin humain fondamental. L'univers ne peut pas être un chaos, il doit avoir un ordre. En nommant et en classant les espèces naturelles, les peuples autochtones imposent un ordre intellectuel au monde, satisfaisant un profond besoin de sens. C'est ici qu'entre en jeu le totémisme. Pourquoi certains clans s'identifient-ils à l'ours et d'autres à l'aigle? Ce n'est pas parce qu'ils croient en descendre biologiquement ou parce qu'ils veulent les manger. Lévi-Strauss a dit une phrase célèbre. Les animaux ne sont pas bons à manger, ils sont bons à penser. Bons à penser? Réfléchissez-y un instant. Les différences entre les animaux, comme le fait que l'aigle vole et que l'ours marche, servent à modeler les différences entre les groupes humains. Nous utilisons la nature comme un miroir pour expliquer notre propre société. La nature est notre premier langage. Cela nous amène au cœur de son œuvre monumentale, les Mythologiques. 4 volumes massifs où il analyse plus de 800 mythes de toute l'Amérique. Sa thèse est audacieuse. Les mythes n'ont pas d'auteur. Les mythes se pensent entre eux, à travers les hommes et à leur insu. Pour Lévi-Strauss, un mythe n'est pas une histoire linéaire avec une morale simple. C'est un ensemble de transformations. Un mythe dans une tribu du Nord est une inversion logique d'un mythe dans une tribu du Sud. Si dans l'un, le héros monte au ciel, dans l'autre, il descend aux enfers. C'est de la pure logique géométrique. L'outil clé pour les déchiffrer est constitué par les paires d'opposition binaires. Notre esprit fonctionne en séparant des contrastes, cru contre cuit, frais contre pourri, ciel contre terre, homme contre femme. Les mythes sont des machines logiques qui tentent de résoudre les contradictions entre ces opposés. Prenons l'exemple le plus célèbre, le cru et le cuit. C'est le titre du premier volume des Mythologiques. Pour Lévi-Strauss, cuisiner les aliments n'est pas seulement une technique culinaire, c'est l'acte culturel par excellence. C'est transformer la nature, le cru, en culture, le cuit. Le feu est le médiateur. Le feu transforme ce qui est dangereux et naturel en quelque chose de socialement acceptable. C'est pourquoi tant de mythes tournent autour du vol du feu ou de l'origine de la cuisine. Ils racontent le moment précis où nous avons cessé d'être des animaux pour devenir des humains. Mais il existe une troisième catégorie, le pourri. Le pourri, c'est la nature qui se transforme elle-même sans intervention humaine. Ainsi, nous avons un triangle culinaire, le cru, le cuit et le pourri. Lévi-Strauss a démontré que nous pouvons cartographier les coutumes de n'importe quel peuple dans ce triangle. Ce qui est fascinant, c'est la façon dont il compare les mythes à la musique. En fait, il dit que la musique et les mythes sont des jumeaux. Tous deux ont besoin du temps pour se développer, mais tous deux tentent d'abolir le temps. Quand nous écoutons une symphonie, la fin est contenue dans le début, c'est une totalité close.
Lire un mythe, c'est comme lire une partition d'orchestre. On ne le lit pas seulement de gauche à droite, ligne par ligne. Il faut le lire verticalement, en voyant comment les thèmes se répètent et s'harmonisent entre eux. Le sens n'est pas dans la note individuelle, mais dans l'harmonie de la structure complète. Cette vision musicale de la culture est à la fois poétique et rigoureuse. Elle nous dit que l'esprit humain possède une capacité innée à composer des structures, que ce soit dans une sonate de Wagner ou dans un récit sur l'origine du Pécari en Amazonie. L'esprit humain est avant tout un structurateur. Cependant, Lévi-Strauss a reçu de nombreuses critiques. On l'a accusé d'être trop abstrait, d'ignorer l'histoire, la souffrance réelle et le changement politique. On disait que son structuralisme figeait les sociétés dans des moules de cristal, ignorant que la culture est vivante, chaotique et changeante. Il répondait qu'il ne niait pas l'histoire, mais que son intérêt portait sur les invariants, sur ce qui ne change pas. Il voulait trouver le tableau périodique des éléments culturels. Il cherchait les lois universelles de l'esprit humain, celles qui opèrent sous la surface des événements quotidiens. Son pessimisme était également légendaire. Vers la fin de sa vie, il voyait avec horreur la diversité culturelle s'évanouir. Il disait que l'humanité s'installait dans une monoculture, une civilisation mondiale qui dévorait les différences qu'il aimait tant étudier. Lévi-Strauss comparait la culture à un train. Si nous voyageons dans notre propre train, nous voyons les autres trains qui vont dans notre direction comme étant statiques. Mais si un train passe en sens inverse, nous ne voyons qu'un flou fugace. Nous avons du mal à comprendre les cultures qui se déplacent dans une direction opposée à la nôtre. Cette métaphore du train nous enseigne l'humilité. Elle nous rappelle que notre idée du progrès est relative. Ce que nous valorisons, comme la technologie, peut être hors sujet pour une culture qui valorise l'harmonie sociale ou l'équilibre écologique. Il n'y a pas qu'une seule voie pour l'humanité. Revenons à la structure. L'un des concepts les plus difficiles à saisir est que le sens n'est pas quelque chose d'intrinsèque. Le sens naît de la différence. Le jour n'a de sens que parce que la nuit existe. Le masculin se définit par le fait de ne pas être féminin. Nous sommes des êtres de contraste. Cela s'applique même à l'art. Lévi-Strauss aimait la peinture et analysait les masques tribaux. Il a remarqué que les masques de tribus voisines étaient souvent des inversions exactes les uns des autres. Si une tribu utilisait des formes concaves et des couleurs rouges, la voisine utilisait des formes convexes et des couleurs noires. Ce n'est pas un hasard, c'est une forme de différenciation identitaire. Nous nous définissons par opposition à nos voisins. La culture est un dialogue constant d'affirmation et de négation. Nous copions, mais nous inversons. L'identité est, paradoxalement, une relation avec l'autre. Un aspect souvent oublié est son amour pour la nature. Lévi-Strauss était un écologiste avant que le terme ne soit populaire. Il croyait que l'humanisme occidental, en plaçant l'homme au centre de tout et en le séparant de la nature, avait commis une erreur fatale. Pour lui, l'homme n'est pas le maître de la création. Il n'est qu'un passager de plus. Les cultures sauvages qu'il a étudiées possédaient une sagesse que nous avons perdue. Elles savaient que rompre le pacte avec la nature mène à la destruction. Son structuralisme cherchait aussi à réintégrer l'homme dans l'ordre naturel. Revenons aux mythes un instant de plus. Il y a une beauté mathématique dans la façon dont il les analysait. Il décomposait le mythe en phrases courtes, comme s'il s'agissait de propositions, et les inscrivait sur des fiches. Ensuite, il mélangeait ces fiches pour trouver des motifs, des colonnes et des lignes. C'était un travail de détective logique. Il a découvert que certains éléments, qu'il a appelés mythèmes, se répètent constamment. Un mythème pourrait être « le héros tue le monstre ». Mais l'important n'est pas l'action isolée, mais sa relation avec d'autres actions. Tue-t-il le monstre avec le feu ou avec l'eau? De jour ou de nuit? Cette obsession pour le micro-détail, afin d'expliquer le macro-tout, est l'essence du structuralisme. Lévi-Strauss pensait que si nous regardons d'assez près, nous verrons que la liberté absolue est une illusion. Nous sommes mus par des structures mentales qui limitent ce que nous pouvons penser. Cela peut sembler terrifiant. Ne sommes-nous pas libres? Lévi-Strauss dirait que nous sommes libres à l'intérieur des règles du jeu. Comme au football ou aux échecs, la liberté réside dans l'infinité des combinaisons possibles, mais nous n'avons pas inventé les règles du plateau. Elles étaient déjà là. Son héritage est immense. Il a influencé Jacques Lacan et la psychanalyse, Roland Barthes et la sémiotique, Michel Foucault et la philosophie du pouvoir. Le structuralisme a été la mode intellectuelle des années 60 à Paris, détrônant l'existentialisme de Sartre. Sartre disait que l'homme se fait lui-même. Lévi-Strauss répondait que l'homme est pensé par les structures. Ce fut un débat titanesque, l'histoire et la liberté contre la structure et l'inconscient. Finalement, Lévi-Strauss nous a rappelé que nous ne sommes pas autant maîtres de notre esprit que nous le pensons. Parlons de son style d'écriture. Lévi-Strauss écrivait comme un ange. Ses textes sont denses, certes, mais remplis de métaphores visuelles, de références musicales et de descriptions poétiques de paysages.
Triste et Tropics commence par la phrase « Je hais les voyages et les explorateurs ». Cette ironie est fondamentale. Il détestait l'exotisme superficiel, le tourisme qui cherche la jolie photo sans rien comprendre. Il cherchait la profondeur, il voulait comprendre la grammaire de l'âme humaine. Et pour cela, il a dû se plonger dans les détails les plus ennuyeux et répétitifs des généalogies. L'un des concepts qui me frappe le plus est celui de l'efficacité symbolique. Lévi-Strauss a analysé comment un chaman guérit un malade. Ce n'est pas de la médecine physique, c'est une médecine du langage. Le chaman offre au malade un mythe, une histoire, où placer sa douleur pour lui donner un sens. En donnant un nom et une structure à la souffrance, la douleur devient supportable et peut même disparaître. Cela rejoint directement la psychanalyse. La parole guérit parce qu'elle réordonne la structure interne du patient. Le mythe est un outil chirurgical pour l'esprit. Lévi-Strauss a vécu plus de 100 ans. Il est décédé en 2009. Il a vu passer tout le XXe siècle, avec ses guerres, ses révolutions et ses changements technologiques. Mais il est resté ferme dans sa quête de l'intemporel. Il a été un moine de l'anthropologie dévoué à son énorme archive de mythes. On l'accuse parfois de réduire la richesse de la vie à des formules sèches. Mais quiconque lit ses œuvres y trouve une profonde révérence pour la créativité humaine. En montrant que tous les mythes sont connectés, il nous a dit qu'il n'y a pas de culture supérieure. Toutes partagent le même génie logique. C'est la leçon antiraciste la plus puissante de son œuvre. Le racisme repose sur la croyance que l'autre est fondamentalement différent et inférieur. Le structuralisme démontre que l'autre pense exactement comme nous. Il utilise seulement des matériaux différents pour construire ses pensées. Même la science moderne, disait-il, est une forme de mythe. C'est notre façon d'expliquer le monde, de réduire la peur de l'inconnu. Ce n'est pas que la science soit fausse, c'est qu'elle remplit la même fonction psychologique que le mythe du jaguar pour les Bororo, mettre de l'ordre dans le chaos. Et qu'en est-il du futur? Que nous dirait Lévi-Strauss aujourd'hui à l'ère d'Internet et de l'intelligence artificielle? Il verrait probablement les algorithmes comme une nouvelle structure mythologique, des codes invisibles qui régissent nos interactions, nos amours et nos haines, tout comme les règles de parenté. Nous sommes pris dans des réseaux de signes. Internet est le plus grand réseau d'échanges jamais créé. Et tout comme dans les tribus, nous échangeons des symboles, des likes, des emojis, des commentaires. Nous cherchons la validation et l'alliance. La technologie change, mais la structure profonde de l'esprit demeure. Lévi-Strauss nous invite à prendre du recul, à ne pas regarder seulement le contenu de nos vies, mais la forme. À nous demander quels sont les mythes qui régissent ma vie aujourd'hui. Le mythe du succès, le mythe de l'éternelle jeunesse. Quelles oppositions binaires structurent ma vision politique? Gauche et droite, amis et ennemis, nous et eux. Nous continuons à penser en binaire. Il est difficile d'échapper à cette logique. Mais en être conscient est le premier pas pour ne pas être les esclaves aveugles de la structure. L'analyse structurale est une forme d'autoconnaissance. Dans ces dernières années, Lévi-Strauss s'inquiétait de la surpopulation et de la destruction de l'environnement. Il voyait un monde de plus en plus rempli de gens et de plus en plus vide de sens. Sa mélancolie était un avertissement. Une culture qui détruit son environnement détruit sa propre base de pensée. Rappelons l'idée du cru et du cuit. Peut-être avons-nous trop cuit le monde. Nous avons tellement transformé la nature qu'il ne reste plus rien de cru, rien de sauvage avec quoi dialoguer. Et sans le sauvage, la culture s'asphyxie dans sa propre artificialité. Mais ne finissons pas sur une note purement triste. L'œuvre de Lévi-Strauss est aussi une célébration de la diversité. En documentant des milliers de mythes, il a construit une arche de Noé intellectuelle. Il a sauvé de l'oubli les histoires de peuples qui ont disparu physiquement, mais dont les esprits restent vivants dans ses livres. Chaque fois que nous ouvrons les mythologiques, ces voix se remettent à parler. Le jaguar, l'opossum, le héros fripon, ils tissent à nouveau leur réseau logique dans notre esprit. Lévi-Strauss nous a offert l'immortalité de ces structures. Il nous a montré que l'esprit humain est vaste et indestructible. Alors, qu'est être le structuralisme au bout du compte? C'est la recherche de la musique silencieuse de l'âme humaine. C'est comprendre que nous ne sommes pas des solistes improvisant dans le vide, mais les membres d'un immense orchestre jouant une partition écrite il y a des millénaires par notre propre biologie et notre société. Claude Lévi-Strauss fut le chef d'orchestre qui nous a appris à écouter cette musique. Il nous a appris à lire entre les lignes. À voir qu'un tatouage facial, une recette de cuisine et une sonate sont des expressions équivalentes d'un même besoin humain de créer de l'ordre. Peut-être sa leçon la plus importante est-elle celle du regard éloigné. Apprendre à regarder notre propre culture comme si nous étions des anthropologues extraterrestres. Voir l'étrange dans le familier. Pourquoi portons-nous une cravate? Pourquoi soufflons-nous des bougies pour un anniversaire? Rien n'est naturel, tout est symbole. En dénaturalisant nos coutumes, nous gagnons en liberté. Nous cessons de voir nos normes comme des lois divines pour les voir comme des options culturelles.
Et si ce sont des options, cela signifie que, théoriquement, nous pourrions en choisir d'autres. Le structuralisme, paradoxalement, ouvre la porte au changement. Nous avons parcouru un long chemin aujourd'hui, de la jungle du Brésil à la structure de l'esprit. Nous avons vu comment l'inceste crée la société, comment le cru devient cuit et comment les mythes pensent en nous. C'est un voyage dense, je le sais, mais j'espère qu'il a été éclairant. La prochaine fois que vous écouterez une histoire, prêtez attention à sa structure. Cherchez les opposés. Cherchez la logique cachée. Peut-être découvrirez-vous que, sans le savoir, vous répétez un mythe ancestral. Car comme l'a dit Lévi-Strauss, le monde a commencé sans l'homme et il s'achèvera sans lui. Mais tant que nous sommes ici, dans ce bref intervalle de conscience, notre tâche est de comprendre. Comprendre les liens qui nous unissent, les structures qui nous forment et la beauté de notre pensée sauvage. C'est là toute la dignité de l'anthropologie. Lévi-Strauss nous a laissé une carte incomplète, complexe, parfois difficile à lire, mais la meilleure que nous ayons pour naviguer dans le labyrinthe de la culture humaine. Utilisez-la, explorez avec elle. Ne restez pas à la surface des choses. Merci de m'avoir accompagné dans cette immersion profonde dans l'esprit de l'un des plus grands penseurs de l'histoire. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, vous êtes de véritables explorateurs d'idées. Et le monde a besoin de plus d'explorateurs intellectuels. Si cette analyse vous a fait voir le monde différemment, ou si elle a éveillé votre soif d'en savoir plus sur l'anthropologie et la philosophie, ma mission est accomplie. N'oubliez pas que la curiosité est la structure la plus vitale de toutes. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres voyages comme celui-ci. Dites-moi dans les commentaires quel concept de Lévi-Strauss vous a le plus marqué, le cru et le cuit, le bricoleur ou l'interdiction de l'inceste. Je vous lirai avec attention.